bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui on va voir un nœud expresso. Un nœud expresso que j'ai pas encore montré. Je vais déplacer ça comme ça, voilà. Un nœud expresso que j'ai pas encore montré, ce qui est un nœud qui est lié à la dynamique. Donc on va donc utiliser expresso et la dynamique, c'est-à-dire MoGraph. Et ce nœud est très bien pour faire des petits effets avec Thinking Particles. On peut le mélanger un petit peu avec Thinking Particles. Comme tous les trucs dans Expresso de toute façon. Et donc on va faire un petit effet avec Thinking Particles. On va pas faire un effet, on va voir ce que l'on pourrait éventuellement faire. On va avoir des pistes de recherche pour des effets, des petites expérimentations. Et il faut savoir que si vous n'avez pas Thinking Particles, si votre version n'a pas Thinking Particles, c'est pas grave. Je vais l'utiliser ici avec Thinking Particles, ce nœud, mais c'est pas obligatoire de l'utiliser avec Thinking Particles. On peut tout à fait l'utiliser avec autre chose. Ici, j'avais envie d'utiliser les particules, donc je le fais comme ça. Mais ce nœud n'est pas forcément lié à Thinking Particles. Il est lié à la dynamique de MoGraph. Donc il vous faut MoGraph quand même pour avoir ce nœud. Il y a un petit bout de temps déjà, sur ma chaîne, j'avais fait en fait un tutoriel pour montrer comment on pouvait émettre des particules à partir de deux éléments en collision. C'est-à-dire que j'avais fait deux sphères qui entraient en collision, et quand je les faisais entrer en collision, il y avait des particules qui étaient émises avec Thinking Particles depuis le centre du polygone où la collision a lieu. Alors, j'ai préparé le truc, voilà. C'était ce tutoriel-là. Émission de particules sur collision. Ça, c'est sur ma chaîne. Et j'avais fait donc ici une petite vidéo de test pour montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Alors là, je déplaçais en fait la toute petite sphère, et quand elle rentre en contact, quand je mets lecture et qu'elle rentre en contact avec la grande sphère, les particules sont émises. Voilà. Ça, c'est le truc que j'avais fait. Je l'avais fait en utilisant le nœud collision, Thinking Particles, et puis on avait fait pas mal de choses. C'était plus ou moins compliqué à faire. Enfin, assez simple à faire, mais il y avait une petite partie assez compliquée en fait. Et en fait, il y avait d'autres moyens de faire, pas tout à fait. Parce qu'en fait, là, dans la vidéo que je viens de montrer, dans le tutoriel que j'ai déjà fait sur la chaîne, ce ne sont pas des éléments dynamiques. C'est-à-dire que je déplace les sphères avec manuellement, dans ce cas-là, mais on peut la déplacer avec des clés d'animation, par exemple, ou utiliser Cappuccino pour enregistrer les mouvements faits à la souris. Et donc, c'était pas dynamique. Le nœud qu'on va voir aujourd'hui permet de faire la même chose, mais seulement avec des éléments dynamiques. Donc, ça réduit un petit peu l'utilisation, c'est-à-dire qu'on est obligé d'utiliser la dynamique MoGraph, chose que je suis pas toujours fan parce qu'en fait la dynamique, des fois c'est difficile à contrôler. Donc on est obligé d'utiliser la dynamique MoGraph, mais par contre ça simplifie plein d'autres choses et ça permet de faire avec un petit setup très court de faire pas mal de choses. Donc pour montrer ça efficacement, on va faire dans la scène, ici on va faire une petite scène avec un petit peu de dynamique, des choses très basiques qu'on a déjà vues avec MoGraph. Donc c'est-à-dire je vais faire un plan, je vais pas mettre beaucoup de segments histoire d'alléger un petit peu les choses. Voilà, 10-10. Le plan on va le faire assez grand, je vais le faire 2000 par 2000, 2000 par 2000. Je pourrais utiliser un seul, mais j'aime bien utiliser un plan, c'est plus simple. Parce que comme ça c'est pas infini. Voilà, là j'ai un plan. Je n'ai même pas besoin de le rendre éditable. Alors, je vais quand même afficher le maillage et puis je vais mettre ici isoline afin de ne pas avoir trop de lignes. Voilà. Donc, j'ai un plan. Génial. Faut que ce plan soit un objet de collision. Donc, je vais simplement ici faire un clic droit dessus. Propriété simulation, ça c'est du MoGraph. Et ici, je vais mettre corps collision. Tac. Ça ajoute le tag corps collision. Ce plan maintenant là, c'est un élément de collision, c'est-à-dire qu'il n'est pas affecté par la gravité, il ne va pas tomber quand je vais faire lecture. Si je fais lecture ici, on voit que ça bouge pas, mais seulement si un élément dynamique vient tomber dessus, il ne va pas traverser ce plan. Alors on va mettre 250 frames, c'est bien 250 frames, voilà c'est parfait. Il nous faut donc quelque chose qui tombe sur ce plan. On va prendre une sphère, parce que c'est très bien les sphères. Donc une sphère. Voilà, on va lui mettre, on laisse les 24 segments. Ici, je suis en isoline, donc de toute façon, on n'aura pas toutes les lignes, donc ça simplifie un peu les choses. Je vais la mettre en hexaèdre, parce que j'aime bien hexaèdre. Et puis, on va la faire plus petite quand même. On va faire 40.
40, 50, 40, 50, 60, 40. On va laisser 40, on va dire que c'est bien. Voilà, c'est très bien ça. La sphère, on la sélectionne, on clique droit dessus, propriété simulation, et là on va mettre corps rigide. Dans ce cas-là, elle sera dynamique. Elle sera affectée par la gravité de la scène. Donc, je clique sur corps rigide, j'ai le tag ici, corps rigide, qui est ajouté avec tous les paramètres qu'il faut par défaut. C'est génial, ça fonctionne super bien. On adore Cinéma 4D. Alors, je vais mettre la sphère à peu près ici, voilà. Et quand je fais lecture, en fait, elle tombe, paf, elle traverse pas le plan, et puis elle roule un petit peu. Ah, elle ne bouge pas énormément, en fait. Ce qui serait bien, c'est de lui mettre une sorte de petit... pas un promontoire, enfin, une sorte de petit tremplin, un petit truc pour qu'elle puisse glisser, puis se déplacer un peu plus sur le plan. Alors ce que je vais faire, je vais ajouter un cube. On va le mettre à peu près là, on va le faire un peu plus large comme ça. Voilà, on va le mettre comme ça, plus large aussi. Ah, tac, plus large aussi. Que j'arrive à choper la poignée, là, tac, comme ça, et puis moins large comme ça, enfin moins haut. On va rendre ce cube éditable avec la touche C ou cette icône, tac. Je passe ici en mode arrête, je vais sélectionner cette arrête là. Ici, l'axe me plaît pas, donc je vais cliquer là-dessus. Tac, comme ça l'axe, c'est l'axe du monde qui est pris en compte. Et je vais descendre cette partie-là en dessous du plan. Voilà, de manière à affiner un petit peu la forme. D'avoir ici une pente. Et cet axe-là, on va le monter un petit peu comme ça. Voilà, parfait. Je repasse en axe normal. Je repasse en mode modèle. On va placer la sphère bien au-dessus. Voilà. Et là, si je fais ça, bah là, ça n'a rien changé parce qu'en fait, ici, le cube que je viens de rajouter ici, il a aucun tag de dynamique. Donc, il faut aussi que j'ajoute le tag de dynamique. On fait un clic droit sur cube, propriété simulation, et ici, je vais mettre corps collision comme pour le plan pour que, en fait, ça ne soit pas affecté par la gravité, mais que ça soit également un obstacle pour la sphère. Donc, j'ajoute là corps collision. J'ai le tag corps collision. On va mettre ça à côté du plan, tant qu'à faire. Et là, si je fais lecture, en fait, la sphère va tomber là-dessus, elle va glisser comme ça, et puis elle va rouler comme ça, et puis elle va tomber ici après. On voit ce que ça donne. Paf, tac, parfait. Ça roule, ça roule, ça roule, ça roule, ça va jusqu'au bout et ça tombe. Et voilà, 250 frames, c'était bien. Donc là, on a une petite animation dynamique, un truc tout bête, tout simple. On peut peut-être ajouter quelques textures, tant qu'à faire. Une, deux, puis j'en prépare une troisième. Donc ici, pour la sphère, voilà. Ça pour les obstacles. Alors je vais appeler ça obstacle peut-être. Ça va être le plan et le cube. Et ça, comment je vais appeler ça Je vais appeler ça l'extrusion. Extrusion. Vous verrez après pourquoi. Parce que on va utiliser l'extrusion. Extrusion. Oui, bah c'est bon. C'est parce que c'est tronqué. Donc, la sphère, on met la texture de la sphère. Les obstacles, on met ça ici, ça ici. Je vais sélectionner toutes les textures. Ici, je vais dans base et je vais décocher la spécularité parce que j'aime pas travailler avec. Ensuite, ici, la sphère en orange parce que j'aime bien le orange. Ça se voit normalement dans mes tutoriels. Voilà. Le orange et le bleu, c'est parfait. Donc, les obstacles, du bleu. Du bleu. Le orange et le bleu, ça ressort bien l'un sur l'autre. Ce sont des couleurs complémentaires. Voilà, ça passe très bien. Voilà, donc ça c'est génial. Là, on peut me faire un petit rendu si on veut, c'est parfait. Si vous suivez ma chaîne secondaire, vous avez dû voir que j'ai fait un test il n'y a pas très longtemps, où justement j'utilise ce genre de choses. C'est quand je préparais le tutoriel, en fait, je faisais des tests, et puis à un moment donné, j'ai dit tiens, je vais poster le test. Donc si vous suivez la chaîne secondaire, vous avez peut-être vu une vidéo, vous savez peut-être ce qu'on va faire ensuite. Ce que l'on va faire maintenant, c'est utiliser le nouveau nœud, celui qu'on va voir aujourd'hui, qui va nous permettre de définir s'il y a eu une collision entre les objets dynamiques, c'est-à-dire entre la sphère et les autres objets, donc une collision d'éléments dynamiques. Et quand il y aura une collision dynamique, on va utiliser
Thinking Particles pour émettre des particules là où il y a eu la collision. Alors c'est quand même vachement précis. En fait, le truc c'est plus précis que la méthode que j'avais déjà donnée, mais seulement ça fonctionne qu'avec la dynamique. Ça c'est plus embêtant. Et donc les particules seront émises seulement là où il y a les collisions. Et puis ensuite ces particules, on peut jouer avec. Donc ça va être génial. On va générer des particules à chaque fois que la sphère va toucher en fait les obstacles et les particules, eh bien on va pouvoir jouer un petit peu avec. Donc pour utiliser Expresso, il me faut ici quelque chose pour mettre Expresso. Je pourrais déjà le mettre sur un des éléments ici, mais c'est plus propre, je l'ai déjà dit, d'utiliser un neutre. Donc j'ajoute un neutre dans la scène, je vais l'appeler Expresso. Expresso et TP, tant qu'à faire, ça sera pour Expresso et pour nos nœuds TP. Je fais un clic droit dessus, propriété Cinema 4D, et ici je vais chercher le tag Expresso. Ça m'ouvre la fenêtre Expresso. Vous devriez maintenant savoir à peu près l'utiliser, hein, si vous suivez mes tutoriels. Cette fenêtre, je l'ai déjà utilisée plusieurs fois. Je vais ici vérifier que mise à jour de l'animation c'est coché, parce que sinon on va avoir des soucis. Je vais agrandir un petit peu là. Alors, j'ai toujours ce problème de tout faire rentrer dans ma capture. Je capture vraiment en petit par rapport à la taille que j'ai sur l'écran. Et j'ai pas l'habitude. Donc c'est un peu gênant. Je vais dans le Xpool ici. Tac. Dans Opérateur Système. Qu'est-ce qu'on a déjà vu ici dans l'expression? On a déjà vu ici cette catégorie-là. On a vu plein de nœuds là-dedans. Donc c'est super, on a déjà vu plein de choses. Le module R ici, je crois pas avoir montré de choses ici. Tous ces nœuds-là, je les ai pas encore montrés. Comme quoi, il y a encore beaucoup de tutoriels à faire sur Expresso. Mograph, on en a vu, je crois qu'on a tout vu. La sélection Mograph, c'est sûr, on l'a vu. L'échantillon, je l'ai montré. Les données, je l'ai montré aussi dans un tutoriel. L'atténuation, peut-être pas. J'ai pas dû la montrer. Il faudra peut-être que je fasse un tutoriel dessus, si je l'ai pas montré. Tac. Ici, Thinking Particles, on a vu déjà plein de choses. On a vu plein de nœuds. J'en ai même remontré deux il y a pas longtemps. J'ai montré le P dessin et le P naissance. Il y a pas longtemps du tout. Je rappelle, tiens d'ailleurs, j'en profite pour dire que ici, moi j'utilise, là j'ai P conduit AB. Dans les nouvelles versions de Cinema 4D, c'est P pass. P-A-2-S-E en français, parce qu'en anglais c'est P pass, P-A-P-2-S. Alors quand ils ont traduit, au lieu de remettre P conduit, ils ont juste rajouté un E. Ce qui est peut-être plus logique que P conduit, quoique les deux sont bons. Donc ici, quand moi j'utilise un P conduit, vous cherchez où est-ce que c'est dans TP initiateur, mais ça a juste changé de nom. Voilà, donc les Thinking Particles, on en a vu pas mal. Et ici, on a une catégorie dynamique. Et là, on n'a encore rien vu. Donc, j'ouvre ça. Ici, qu'est-ce que l'on a dans cette catégorie? Collision des dynamiques, état des dynamiques des cœurs, proximité des dynamiques. Alors aujourd'hui, on va juste voir la collision des dynamiques. On verra les autres dans d'autres tutoriels au fur et à mesure qu'on en aura besoin. Collision des dynamiques, c'est un nœud assez simple en fait. Quand j'avais fait ce tutoriel où on gérait la collision, et puis dans d'autres tutoriels aussi, j'ai souvent utilisé ici dans Expresso, dans Généralité, ici le nœud collision. Ce nœud collision, ici on lui indique deux objets, un objet 1, un objet 2, et puis ici en sortie, il nous sort une valeur booléenne, 0 ou 1, vrai ou faux, enfin faux ou vrai, pour dire si est-ce que ces deux objets sont entrés en contact. Eh bien, ici, la collision des dynamiques, c'est un petit peu pareil, je l'ajoute, et on voit la différence. Ici, objet A, objet B, donc objet 1, objet 2, c'est objet A, objet B. On indique ici deux éléments, et puis en fait, quand ces deux éléments sont en collision, ici dans nombre, on a un numéro qui sort, qui correspond au nombre d'impacts entre ces éléments. C'est-à-dire que si le nombre ici c'est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact. Donc les éléments ne sont pas en contact, donc il n'y a pas de collision. S'il y a un nombre autre que 0, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas une valeur booléenne, hein, c'est vraiment un nombre. S'il y a une autre valeur qui sort, et bien dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a au moins une collision entre les deux éléments. Index collision, c'est justement pour quand il y a beaucoup de collisions, on peut justement indiquer l'index de la collision ici pour tester justement s'il y a eu cet index de collision qui doit être pris en compte.
Objet A, objet B en sortie ici, c'est pour indiquer quels objets sont entrés en collision. Alors ici on avait, on pouvait gérer la distance en sortie, l'indice des polygones qui subissent la collision et les points qui, pareil, qui subissent la collision. Donc on avait quelques informations. Ici, tac, on a beaucoup plus de choses. Alors, je vais retirer d'ailleurs celui-là, on s'en sert pas. Tac. Ici, on a beaucoup plus de choses. On peut connaître donc la distance, mais aussi la force de la collision. C'est-à-dire que quand les deux éléments rentrent en contact, s'ils rentrent en contact avec une force plus ou moins importante, on peut gérer ça. C'est-à-dire que ici, force va nous indiquer en fait la force qui est subie par chaque élément. Et force paire, c'est la force combinée de chaque élément. Donc ça, c'est pour savoir si vraiment si l'impact est puissant ou pas puissant. On a ici une valeur qui sort et que l'on peut après récupérer dans d'autres nœuds expresso. Index objet A, index objet B, je vais en revenir après. La normale, c'est la normale de l'impact de collision. C'est-à-dire que quand il y a une collision, il y a un impact. Cet impact a forcément une direction, il est tourné dans un sens ou dans un autre. Ici, on peut récupérer sa normale. Ça peut servir plus ou moins. Ici, nombre, c'est déjà ajouté. Objet A, objet B, ce sont les objets qui sont entrés en collision. Donc, on peut récupérer quels sont ces objets qui entrent en collision. Pelure d'oignon, je ne vais pas en parler parce que ça, on en parlera plutôt quand on fera de l'animation. J'ai déjà montré la pelure d'oignon dans un autre tutoriel, mais pour ce qui concerne ici ce nœud hémographe, il y a des petites différences. Donc on reviendra dessus à un autre moment. Point A, point B, c'est les points globaux sur le polygone où la collision a lieu, c'est-à-dire la position où il y a cette collision. Et point local A, point local B, c'est la même chose, mais cette fois ce ne sont pas des coordonnées globales, mais des coordonnées locales. Voilà, donc c'est spécifique à l'objet. Propriété A, propriété B, je reviendrai dessus, je pense, dans d'autres tutoriels. Ici, on n'en parlera pas. Et ici, la vitesse, c'est la vitesse justement des éléments qui entrent en collision. Donc ici, on peut récupérer justement cette information. En entrée, ici, donc index de collision, c'est pour tester telle ou telle collision à partir de son index. Objet A, objet B, c'est non, là, objet A, objet B, c'est les objets à tester, qui sont déjà ajoutés, et index objet A, index objet B, qu'on retrouve ici et qu'on retrouvait aussi ici, que j'avais dit, j'en reparlerai après, c'est si vous utilisez non pas un objet simple, mais un objet homographe. C'est-à-dire, par exemple, un cloneur ou un fracture. Ou, je pense que ça marche aussi avec le mot texte. Ça marche sans doute aussi avec, qu'est-ce qu'on a d'autre? La matrice, il y a des chances que ça marche, le mot instance peut-être. Je vais pas tout essayer, hein, mais si on ajoute un cloneur comme objet A par exemple, il y a le cloneur, mais il y a tous les clones. Et chaque clone est identifié avec un index. Si on met un fracture en objet A à la place du cloneur, pareil, on peut mettre plusieurs éléments dans ce fracture et chaque objet est indiqué et spécifié par un index, un numéro, donc de 0 à le nombre de clones, le nombre d'éléments. Et donc ici ça permet justement de tester pour un clone en particulier. Par exemple, on peut tout à fait indiquer l'objet A, c'est ce cloneur A, ce cloneur là, un cloneur très particulier, et on dit que l'index de l'objet A doit être ce numéro là par exemple. Et donc comme ça en fait, on peut tester la collision d'un clone particulier avec un autre élément dynamique de la scène. Là où c'est intéressant aussi, c'est que ici objet A, objet B, on peut tout à fait ne rien mettre dedans. C'est-à-dire que ici, si je ne mets rien en entrée, la collision des dynamiques, là, elle fonctionne quand même. Elle va quand même me sortir ici un nombre, s'il y a une collision, parce qu'en fait, quand on ne met rien, CinemaCAD, Expresso, ce nœud-là, part du principe que il faut tout tester. Donc, à partir du moment où il y a un élément à tester, un élément dynamique dans la scène, s'il entre en contact avec un autre élément dynamique, ça compte. On va le voir tout de suite, c'est-à-dire que je vais ajouter dans généralité, ajouter un nœud résultat, pour avoir en fait ici une valeur de sortie. Je regarde le nombre, en fait ce qu'il me faut, ici il me faut un entier, donc dans résultat ici, je coche ce résultat, et ici on va mettre un entier aussi, comme ça on a une valeur qui correspond. On va relier nombre et résultat. Voilà, pour l'instant c'est 0, il n'y a pas de collision. Il n'y a pas de collision. Si je fais lecture, alors il va falloir que j'arrive à tout caser dans la capture. On va essayer de faire un truc
comme ça, voilà. Je vais faire lecture, on va voir ça, ça va tomber ici, et quand ça va tomber là, il y aura plusieurs collisions qui vont s'afficher, c'est-à-dire qu'ici le nombre 0 va augmenter, et puis il va repasser à 0, puis il va augmenter, il va passer, parce que la sphère va rebondir, elle va toucher en fait, il y a plusieurs polygones qui seront touchés, donc il y aura plusieurs collisions. Donc je fais lecture, elle tombe, et là vous voyez que tac, ça se modifie, ça change, on en est à 4 ou 3, et puis quand elle tombe complètement, ça repasse à 0 parce que là il n'y a plus de collision. J'ai pas indiqué que c'était la sphère et puis ces éléments-là qu'il fallait tester. Et le nœud ici fonctionne quand même. Il fonctionne quand même parce qu'il sait qu'il y a des éléments dynamiques dans la scène, et à partir où il y a des éléments dynamiques, quand il y a une collision ici, bon, tac, alors là c'est presque une collision, tac, ici voilà, il y a eu deux collisions, j'avance un peu, 0 collision, là ils sont pas en contact, ici elle va retomber dessus, tac, une collision, c'est-à-dire qu'ici il y a un polygone qui est en collision, trois polygones, etc. Et donc à chaque fois, comme la sphère roule et qu'il y a pas mal de polygones dessus, hein, parce que là je suis en isoling, mais si je mets en fait fil de fer, vous voyez qu'il y a plein de petits polygones, et donc il y a toujours plusieurs polygones qui sont en contact avec le sol. Donc voilà. Donc ça c'est parfait. Ça nous permet de tester s'il y a des collisions entre les éléments dynamiques. Seulement entre les éléments dynamiques, hein, pas entre les autres éléments de la scène. Les autres éléments de la scène, ça ne fonctionne pas. Ici, ça fonctionne pour tous les éléments dynamiques de la scène. Mais je peux, quand même, dans objet A et objet B, spécifier des éléments particuliers. C'est-à-dire qu'ici, je peux tout à fait, si je veux, mettre la sphère. Tac. Alors, on va faire ça comme ça. Mettre la sphère. Ici, récupérer son port objet. Et puis mettre le port objet ici, dans objet A. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que ce nœud va faire? Il va vérifier si la sphère, en particulier elle, est en contact avec n'importe quel autre objet dynamique de la scène. Il va vraiment tester si la sphère est en contact avec les autres éléments. Il va pas se soucier du reste, il va juste vérifier si la sphère que l'on lui a indiqué, qui est bien indiquée ici, est en contact avec d'autres éléments de la scène, avec n'importe quel autre élément, parce que dans objet B, on n'a rien mis. Si ici, je mets par exemple le plan, alors, je vais reprendre ici le port objet, on relie ça ici. Dans ce cas-là, le test va se faire seulement entre la sphère et le plan. Est-ce que ces deux éléments-là particuliers entrent en contact? Il ne va pas se soucier du tube qui a été déformé ici. Ça a beau être un élément dynamique, il n'est pas spécifié ici. Donc là, le nœud va seulement prendre la sphère et le plan pour tester. Si je ne mets pas ici le plan, le cube sera compris dans le lot parce que ici j'ai pas indiqué, donc ça sera tous les éléments dynamiques. Et si je mets pas la sphère ici, ça sera vraiment tous les objets dynamiques de la scène, même s'il y a plusieurs sphères dynamiques qui tombent, s'il y a des cubes, etc., plein d'éléments qui tombent avec un corps rigide. Dans ce cas-là, ça compte. Donc ce nœud il est génial, donc parce que ici on a quand même une valeur 0 qui nous dit qu'il n'y a pas de collision et qui est autre que 0 s'il y a une collision. Donc si on veut retrouver en fait une valeur booléenne ici, eh bien il me suffit de mettre ici un nœud logique comparé. Je clique sur le comparer. Je vais relier ici le nombre à l'entrée A. Et dans l'entrée B, je mets 0. Et je dis si le comparer, si le comparer est ici c'est différent de 0, dans ce cas-là, ici tu me sors une valeur 1. Donc on va rajouter un résultat. Ici c'est une booléenne normalement. Booléenne, donc ici dans le résultat on va choisir booléen. On va relier ça. Tac. Ici c'est faux parce que ici c'est 0. Et quand il y a un contact, ça va passer en vrai. Donc je fais lecture. Tac. Ah. J'avance un peu. Là, ici, il y a 3 impacts. Donc ici, on a une valeur vraie qui sort. Il y a effectivement une collision qui a lieu. Donc en utilisant ici un comparé, on peut récupérer en fait une valeur booléenne pour savoir s'il y a eu ou pas un contact. Et en fait, le nombre ici nous ressort par défaut un entier qui correspond en fait au nombre d'impacts qu'il y a. Donc là, en fait, on a déjà quelque chose. Alors ça, tout ça là, ces 3 nœuds là, on n'est pas obligé de les utiliser. Dans notre cas, en fait, on va pas vraiment s'en servir. Mais bon, je vais les laisser en tant qu'à faire. Donc ici, on sait quand la sphère entre en collision avec
Là, quand la sphère entre en collision avec le plan et le cube, quand elle est en collision avec un autre élément dynamique. Je pourrais ajouter d'autres éléments dynamiques sans problème. Dans la vidéo que j'avais fait, dans le tutoriel que j'avais fait il y a longtemps, au moment où il y avait un impact, on émettait des particules. Donc on va faire pareil, tant qu'à faire. Je vais refermer tout ce que j'ai pas besoin. Tac, et on va aller dans Thinking Particles. On a besoin de quoi? On a besoin d'un P-conduit. Alors je rappelle, ça s'appelle P-Pass dans les nouvelles versions de Cinema 4D. On a besoin d'un générateur de particules. Donc ici je vais prendre un P-Orage. Comme ça on aura des particules déjà en mouvement. On a besoin dans TP standard d'un P-groupe, parce qu'on va mettre nos particules dans un groupe particulier, ce qui nous permettra de bien les ranger. Et puis on ajoutera des effets là-dessus. Donc ici le P-Orage, on a besoin de sa naissance de particules, et puis de l'alignement de l'émetteur pour savoir dans quel sens il est tourné. Voilà, donc on va essayer de, encore une fois, tout faire rentrer dans la capture, en se battant un peu avec les dimensions des fenêtres. Voilà, donc on va mettre ça plus ici sur le côté. Voilà. Le P-Orage, on va le placer là. On va mettre ça à la bonne dimension. Hop. Ça un peu plus comme ça, et puis ça là. Voilà. Parfait. C'est génial. Voilà. Le P-Orage, où est-ce que l'on va le positionner? Alors, quand on utilise un P-Orage, souvent dans les tutoriels Thinking Particles, je vous ai montré qu'on ajoutait un élément neutre dans la scène, et puis on reliait la position coordonnée globale, position globale du neutre à la position de l'émetteur, la matrice globale du neutre à l'alignement de l'émetteur, et puis comme ça, on pouvait bouger l'émetteur en bougeant le neutre. Oui, mais là, c'est pas ce que je veux. Là, ce que je veux, c'est que le P-Orage se positionne là où il y a un impact. Donc ici, dans collision dynamique, petit carré rouge ici, je vais aller chercher en fait le point B. Pourquoi le point B? Pourquoi pas le point A? Le point A, c'est le point d'impact de collision sur l'objet A, donc sur la sphère. Le point B, c'est le point d'impact de collision sur tous les autres objets de la scène. Donc ici sur l'objet B, comme j'ai rien mis dans l'objet B, c'est tous les autres éléments de la scène. Donc c'est plus intéressant d'utiliser le point B. Donc les particules seront émises à partir du point d'impact qu'il y a sur le plan ou sur le cube que j'ai déformé. Donc c'est plus intéressant. Le point B ici, si je regarde ces informations sur le port, c'est un vecteur, c'est-à-dire une position x, y, z. Et la position de l'émetteur ici, c'est aussi un vecteur. Donc là, c'est parfait, je peux les relier. On va les relier. Tac. La naissance de particules ici, alors je vais faire ça comme ça. La naissance de particules, généralement, on met ça dans un groupe. Donc je relie ici au groupe. Là, ça est dans le groupe global. C'est pas terrible le groupe global. Il vaut mieux créer un nouveau groupe spécifique pour ça. Donc je vais aller dans Simuler, Thinking Particles, Paramètres Thinking Particles, pour ouvrir cette petite fenêtre. Ici, j'ai le groupe global qui est utilisé. Je vais faire un clic droit dessus, Ajouter, pour ajouter un sous-groupe. Et je vais le nommer, par exemple, je vais l'appeler A. Voilà, et je vais lui mettre une jolie couleur. Alors, je pourrais mettre du orange, mais je vais mettre du bleu pour changer. Un bleu qui se voit. Voilà. Ce bleu-là. Et ce groupe A, je vais le faire glisser ici sur le P-groupe, pour que ça change le global à A. Et ici sur le P-conduit, pour que ce soit bien les particules du groupe A qui sont prises en compte. Je peux fermer ça pour le moment. On va faire... Ah oui, j'ai mis du bleu, puis ça c'est en bleu aussi. On va changer la couleur, parce que ça va pas se voir. Je vais mettre du orange. Je vais mettre du orange. Voilà. Ça se verra mieux. Ça se verra mieux sur le bleu, parce que sinon bleu sur bleu, on va voir que dalle. Donc je fais lecture. Tac. Paf, qu'est-ce qu'on remarque? Les particules sont émises à chaque fois qu'il y a un impact entre la sphère orange et un élément bleu, enfin un élément dynamique de la scène. Vous pouvez remarquer que en fait ici les particules sont émises là où il y a l'impact et après ils se déplacent, les particules se déplacent le long de l'axe bleu ici. Pourquoi ça se déplace dans ce sens-là? Parce qu'en fait, si on regarde ici, là notre émetteur de particules, il est représenté par un cercle blanc, et vous pouvez voir qu'en fait il est tourné vers le fond de la scène, parce que par défaut il est tourné vers le fond de l'axe Z,
dans la direction de l'axe Z, donc l'axe bleu, la flèche bleue ici. Et puis ça nous arrange pas parce qu'en fait, les particules vont toujours dans ce sens-là. Ce serait plus intéressant que les particules se déplacent sur la hauteur, sur l'axe Y par exemple. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Quand on utilise généralement le péorage, pour éviter ce genre de choses, on l'assigne à un neutre, donc la matrice globale est reliée à l'alignement de l'émetteur. Comme ça, en fait, en bougeant le neutre, on bouge l'émetteur de particules. Ici, on pourrait se débrouiller avec à récupérer peut-être la normale, et puis avec plusieurs nœuds expresso, essayer de recréer une matrice, un vecteur, etc. Tout ce qu'il faut ici, il nous faut en fait une matrice, donc c'est une matrice qu'il faut recréer. Voilà, c'est une matrice. Donc ça serait un peu chiant quand même. La méthode la plus simple, c'est de prendre un neutre. Alors je vais créer un nouveau neutre dans la scène. Ce neutre, je vais l'appeler direction ou alignement. Alignement, tiens, c'est très bien alignement. Alignement. Je l'ajoute dans mon expresso. Alignement. Je récupère ici sa matrice globale, et cette matrice globale de ce neutre alignement, je la relie ici à l'alignement de l'émetteur. Comme ça, ce neutre alignement, c'est lui qui va en fait définir la direction vers laquelle les particules vont aller. Donc je peux tout à fait le sélectionner, prendre l'outil de rotation et faire tourner comme ça à 90 degrés pour que la flèche bleue de ce neutre pointe vers le haut. Donc c'est cette flèche bleue là qui va en fait définir la direction des particules. Si je fais lecture maintenant, on va voir que effectivement les particules, quand elles sont émises, vont vers le haut et non plus vers le fond de la scène par là. Donc elles vont bien vers le haut. Donc là c'est très bien. On a quelque chose qui est pas mal. Ici on a un élément qui tombe et puis ça émet des particules. C'est super. On peut déjà faire des choses avec ça. C'est-à-dire qu'ici, j'ai un P-conduit qui me permet d'ajouter des effets sur mes particules. Je peux donc tout à fait ici aller chercher dans TP standard un P-form. Je l'ajoute. Ici je peux mettre un élément. Alors on va faire quoi? On va mettre une lumière. Donc je vais ajouter une lumière. J'ai déjà montré ça. Hein. Je mets une lumière dans la scène. On va décocher ici. On va cocher ici aucune illumination. Donc la lumière ne va pas émettre de lumière. Mais par contre elle sera visible. Je vais ici mettre ça en rouge et ça en rouge afin qu'elle ne soit pas visible au rendu. C'est-à-dire que là je fais lecture. Ça fait absolument rien. Cette lumière, ici dans l'entille, je vais choisir, alors je pousse ça, je vais choisir ici une lueur, je vais prendre par exemple H8, voilà. Ici un petit peu plus bas, je vais cocher mise à l'échelle de la lueur avec la distance, donc plus elle est loin, plus elle est petite, plus elle est proche, plus elle est grande. Donc ça je coche. Je vais maintenant mettre cette lumière sur mon P-form ici. Tac. Et ce P-form, je vais le relier ici au P-conduit A. Et là, si je fais un rendu, il se passe rien. On va voir ça tout de suite. Il se passe rien parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas encore fait. Voilà. Ceux qui suivent mes tutoriels le savent, sans doute. Ici, vous voyez que ça fait rien du tout. Parce qu'en fait, à partir du moment où on veut donner une forme à des particules, il faut faire quelque chose qui est assez important. Il faut ajouter là une géométrie de particules. Ça, c'est l'erreur bête, l'erreur classique que beaucoup de débutants font. Ils oublient de faire ça, et puis après, ils me posent la question, pourquoi on voit pas les particules? Pourquoi le P-form ne fonctionne pas? Simplement parce qu'ici, il faut ajouter dans la scène la géométrie de particules, et ici, dans ses propriétés, ajouter quel groupe de particules. Alors, si on veut pas s'embêter à choisir quel groupe de particules, alors on va déjà ici, on peut mettre directement le global ici. Ici, on fait glisser global ici, ça, et comme ça, cette géométrie de particules fonctionnera pour toutes les particules. Si on veut être un peu plus propre, faire ça plus proprement, on met seulement le nœud, le groupe de particules à gérer. Ici, j'ai mis le groupe de particules A. Et donc là, je fais lecture, les particules sont émises, et si je fais un rendu, tac, on a de la lumière. Parce qu'en fait, chaque particule est remplacée par la lumière, qui est ici. La lumière n'est pas visible, elle n'émet pas de lumière, de luminosité, mais par contre, il y a une lueur dessus, et donc il y a un petit effet. Et ça, c'est plutôt sympa, parce que ça fait un petit effet magique, comme ça, voilà, hop, c'est super bien. On peut changer forcément la lueur de couleur, de dimension, etc. On peut faire plein de choses avec ça. Déjà, là, rien qu'avec cet effet de lumière, on a plein de possibilités d'effets que l'on peut créer. Simplement en ajoutant ça. C'est déjà pas mal, hein, ça fait pas mal de choses. On va mettre ça de côté. Tac, je vais retirer ça pour le moment. Je vais mettre de côté ici.
Comme ça, il sera plus pris en compte. Je peux même peut-être retirer la géométrie de particules pour le moment. Je la désactive. Voilà. C'est pas gênant, on n'en a pas besoin. Je désactive aussi la lumière, on n'en a pas besoin pour le moment. Tout ça, c'est en plus. Ce qu'on peut faire, ici, on a les particules qui sont émises. Donc, ici, on est revenu sur le truc de base, hein, comme ça, sans avoir le rendu des particules. On pourrait utiliser Sketch and Toon pour faire le rendu des particules. Sketch and Toon permet de faire le rendu des particules. On peut utiliser le module R, si vous voulez. J'ai montré aussi dans un tutoriel qu'on pouvait faire le rendu des particules avec le module R. Ces particules, on peut faire plein d'autres choses avec. Ici, les particules sont en mouvement par défaut parce qu'on utilise un péorage. On aurait pu utiliser autre chose qu'un péorage, puis pas avoir des particules en mouvement, mais là, par exemple un P-naissance, on aurait eu juste des particules et puis on aurait peut-être pu justement s'en servir pour faire par exemple des bosses ou à la surface en fait des objets ou alors des trous, des déformations, etc. On aurait pu faire pas mal de choses. Mais si j'ai choisi un péorage pour avoir des particules en mouvement, c'est pas pour rien, c'est parce que justement comme elles sont en mouvement, on peut utiliser un traceur MoGraph dessus. Ça devient intéressant d'utiliser un traceur MoGraph. Donc ici, je ne sélectionne rien du tout. Je clique dans le vide ici. Je vais dans MoGraph et je choisis ici traceur. Tac. J'ai ajouté un traceur à la scène, je vais le mettre en bas. Il est sélectionné. Dans ses propriétés, ici dans référence, il n'y a absolument rien parce que je n'avais rien sélectionné. S'il y a quelque chose, on peut tout à fait l'effacer. Et ici, dans ces références, je vais mettre en fait mon groupe de particules. Donc je vais dans Simuler, Thinking Particles, paramètres Thinking Particles. Ici le groupe A, je le mets là. Tac. Je peux, si je veux, ici jouer avec le type linéaire, l'interpolation, etc. Mais là, c'est pas ce que je veux justement des lignes droites. Donc j'ai simplement mis ça. Et si je fais lecture maintenant, en fait, le traceur va me tracer des lignes. Il trace des lignes qui suivent en fait les particules. Donc là, on a quelque chose qui est sympa. Ça part un petit peu comme ça sur les côtés, c'est pas tout droit, parce qu'en fait, l'émetteur de particules a ses petites propriétés quand même. Donc on va aller les voir, ces propriétés, on va rouvrir ça. On clique sur le péorage pour le sélectionner. Il est en rouge maintenant. Je peux fermer ça. Et ici, on a les propriétés du péorage qui se sont affichées. Ici, on a la quantité maximum de particules. Au maximum, on en a 100 à la fois. On pourrait mettre plus, moins. Ici, je peux aussi à la place changer, mettre taux par image. Comme ça, je vais choisir combien de particules sont affichées pour chaque image, pour chaque frame. Pour chaque frame, ici, c'est par défaut, ça va être une particule. Donc, quand il y a un contact, sur une frame, il y a une particule qui est émise. On regarde ce que ça donne. Une particule par frame à chaque contact. On peut demander à en avoir plus. Par exemple, si je mets 5, on va en avoir beaucoup plus d'émises, tac, à chaque fois qu'il y a un contact. Là, on a beaucoup plus de particules. 1, c'était très bien. Donc ici, une particule est émise à chaque contact et par frame. La durée de vie de la particule, ici, la particule dure pendant 75 frames avant de disparaître. Tac. C'est-à-dire que celle-là, vous voyez que au bout de la ligne, au bout de la spline, il n'y a plus la particule. Alors que ici, il y a toujours la particule. Celle-ci n'ont pas encore atteint 75 frames d'existence, alors que celles-ci ont déjà atteint 75 frames d'existence, donc elles sont disparues, elles sont mortes. Ici, donc je peux, par exemple, si je veux, augmenter ou réduire ça. On va mettre, je vais mettre 40. Alors 40, ça peut paraître pas beaucoup si je fais lecture. Ici, ça fait des lignes beaucoup plus petites. Mais seulement, je vais augmenter. Alors déjà, là, on va changer ça aussi. On va mettre ici 50. Comme ça, parfois ça sera 40, parfois ça sera un peu moins, parfois ça sera un peu plus. Voilà. Ça fait quand même des lignes petites. Vous allez voir, ça fait quand même des lignes petites. C'est moins chouette. Mais ici, on va augmenter la vitesse. Donc, elles vont parcourir plus de distance sur moins de frames. Donc, je vais mettre par exemple 300. Donc, les lignes vont redevenir grandes. Voilà. Elles vont aller un peu plus vite. On va peut-être même plus que 300. On va mettre 400. 400, on va essayer 400 ou 500 peut-être, on va voir. Tac, ça avance assez vite. Oui, c'est bien. Alors, vous voyez que il y a quand même 40 frames de durée de vie. On va baisser ça. On va mettre 30. Faut pas avoir des lignes trop grandes. Il faut vraiment essayer de doser le truc. Là, c'est pas mal. J'ai l'impression que c'est pas mal. On va aussi mettre la variation de vitesse ici à 50%.
Certaines iront plus vite, d'autres iront moins vite. Comme ça, on n'aura pas toujours la même chose. On aura un petit peu plus de hasard. Voilà, c'est parfait. Ensuite ici la taille des particules. Je vais laisser ça à 10. Il y a pas de, j'ai pas besoin. Ici je mets pas de forme sur les particules. Ça peut jouer sur la lumière, mais ici on la met pas la lumière de toute façon. L'angle 45 degrés. Alors ici, vous voyez que ça part un petit peu comme ça sur les côtés, parce qu'il y a 45 degrés. On va mettre plus, on va mettre, on va dire 80, allez, 80 degrés, 80 degrés. Voilà, et donc là, si je fais lecture, vous allez voir que ça part un peu plus sur les côtés. Non mais bon, voilà, vous voyez que ça part beaucoup plus sur les côtés, c'est plus large. C'est mieux. Si je mets encore plus, en fait, ça va partir encore plus sur les côtés. Donc ici, on voit que notre émetteur de particules, qui est le cercle blanc ici, on, on peut l'agrandir un peu. Ici, taille 100 par 100, on va mettre à la place 200 par 200. Comme ça, ça va émettre des particules sur une surface un peu plus grande. Voilà. Et pas juste sur le point d'impact. C'est un petit peu plus grand. Voilà, c'est parfait. Oui, que ça va un peu plus sur la largeur, c'est mieux. On n'est pas obligé de faire tout ça. On peut tout à fait jouer un petit peu, jouer un petit peu avec tous les réglages euh, pour euh, pour trouver les réglages qui nous plaisent. Je vais peut-être baisser un petit peu par contre la variation de la vitesse et la durée de vie. On va baisser aussi. J'aime bien avoir quand même une pente. Voilà, une progression un peu comme ça, tac, entre celles qui apparaissent et celles qui ont apparu depuis déjà un bout de temps. Là, si je fais un rendu, j'ai toujours rien, hein, parce que c'est juste des spins et des particules. On n'a rien, donc on peut quand même faire des choses. On peut juste, comme on a des spins, on peut utiliser l'extrusion contre les nerves. C'est pour ça que j'ai mis ici extrusion. On va utiliser donc une extrusion contre les nerves. On a besoin donc ici d'une extrusion contre les nerves. Voilà, je la mets tout en bas. Dedans, on met le traceur. Et ça suffit pas, il faut aussi lui donner une forme à cette extrusion. Parce que là, on a juste la spline, mais il nous faut aussi la forme. Donc, on va aller chercher ici dans les splines, on peut mettre un cercle, mais c'est plus intéressant de mettre un N côté. Donc, je mets un N côté, et le N côté, je le mets en fond de l'extrusion contre les nerfs. En respectant bien le N côté au-dessus du traceur. C'est la forme qui est avant la spline. Donc, le N côté, voilà. Ici, voilà ce que j'obtiens. C'est pas terrible. Je vais ici d'abord vérifier que le traceur est bien ici en linéaire. Je pourrais changer ça, mais là je le veux en linéaire avec sans interpolation. Le N côté ici, je vais le mettre non pas en adaptative, mais en sans interpolation aussi. Je veux un truc tout carré. L'extrusion contre les nerves ici, je vais désactiver le roulis. Tac. Parce que vous voyez que le roulis change en fait des petites choses en fait sur la façon dont c'est fait. Donc ça m'intéresse pas ici. Je désactive le roulis. Je vais aller ici dans détail, j'ouvre détail, et ici, voilà, ici j'ai la mise à l'échelle de mon extrusion contre les nerves, c'est-à-dire où est-ce que c'est épais, où est-ce que c'est fin dans la vue, dans le long de l'extrusion. Je vais d'abord changer ça. Alors, pour que ça soit plus visible, je vais détacher cette palette en cliquant ici, tac. Ça permet de la détacher, oui, ça m'en fait un double. Ce qui me permet de la mettre tout en haut de la fenêtre, et quand je vais faire un clic droit, on va pouvoir voir le déroulant. Donc oui, c'est exactement la même, hein. C'est la même chose, si je change un truc ici, ça change aussi ici. Voilà. Donc dans cette fenêtre, ici, je fais un clic droit dans cette zone mise à l'échelle, et ici je vais dans pré-réglage spline, et je choisis linéaire. Tac. Comme ça ici je n'ai plus une courbe, mais j'ai une simple ligne linéaire. Donc là, j'obtiens ceci. Je vais inverser ces points. Donc celui-là, on le met en bas. Et celui-là, on le met en haut. Tac. Donc là, j'obtiens des cônes. On va changer un petit peu la forme. C'est-à-dire qu'ici, je vais faire un contrôle-clic ici, sur la spline. Et un sur la ligne. Et ici, un contrôle-clic ici. Tac. Pour ajouter un point là et un point là. Ce point qui est là, on va le déplacer un peu comme ça. Et ce point-là, on va le mettre à peu près par là. Celui-là, un peu plus bas ici, comme ça. Afin d'avoir ici, en fait, une forme un petit peu cristaux de glace. Donc on va essayer de trouver un petit peu le truc qui marche le mieux, peut-être un truc comme ça. Voilà. Ça je peux fermer. Ici mon N côté, il a 6 côtés, c'est pas ce que je veux, j'en veux seulement 3. Donc je mets 3. Voilà. Et comme ça j'ai un effet un petit peu de cristaux de glace.
On va changer un petit peu la dimension en fait, la taille des cristaux justement en demandant aux particules de faire plus de trajets. Donc je retourne dans mon Expresso, je reclique sur le péorage, voilà. Ici j'ai ces propriétés, on va changer ça. Alors on va mettre la durée de vie, on va mettre ça à 40. Voilà, et je vais faire une petite lecture pour voir ce que ça donne. Paf, 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 paf. Il faut que ça s'affiche beaucoup plus vite. Donc ici, dans vitesse, on va mettre 500. Et donc là, à la place de durée de vie 40, on va compenser avec 30. Voyons ce que ça donne. Tac. Les cristaux de glace en question sont un peu gros. Donc ici, je vais aller dans mon N côté. Et ici, je vais changer à la place de 200 cm, je vais mettre 100. Ça, ils seront plus fins. On va voir ce que ça donne. Pareil, lecture. Tac, 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 tac. C'est parfait. J'ai les cristaux de glace qui se créent. Alors, je vais lui mettre, à mon extrusion contre les nerfs, je vais lui mettre cette texture. Tac. Je vais mettre du blanc bien blanc. On va même l'exagérer. Voilà. C'est pas censé être réaliste. Comme ça, on a un petit effet bien sympa. Vaudrait mieux forcément utiliser une texture avec de la transparence. Vous allez dans la médiathèque, vous regardez les textures de glace, les textures de verre, tout ce qui est transparent. Vous regardez un petit peu tout ce que vous avez, vous faites des essais. Il y en a qui sont colorés, il y en a qui sont un petit peu style givré. Ça pourra rendre mieux, mais ça ralentit le rendu. C'est pour ça qu'ici, je préfère utiliser une simple couleur. Donc là, on a un effet qui se fait pas mal, hein, qui est pas mal. On peut peut-être, ici dans le péorage, je le sélectionne, ici, changer peut-être des choses. On va retirer par exemple, on va mettre seulement ça à 5, et puis ça à 5. Voilà, comme ça, on va regarder ce que ça donne. Tac. Ouais, c'est pas mal, non. Faut vraiment que là, il y ait une variation pour avoir quelque chose de différent quand même. En avoir des petits et des grands. Ouais. Oui, c'est bon. Il y en a qui sont petits, il y en a qui sont tout grands. Ça passe plutôt bien. C'est pas mal. C'est pas mal, je suis assez content. Donc là, on a un petit effet qui se fait, qui est tout simple, qui est tout bête, avec juste ce genre de choses. Ici, on n'a même pas ajouté d'effet encore. On a juste mis une extrusion contre les nerves sur notre traceur avec un N côté. Donc on a un truc tout basique, tout simple, et puis ça fonctionne, et puis on a déjà un effet qui peut se faire. On peut changer des choses. Par exemple, à la place d'avoir des cristaux de glace, par exemple, à la place d'avoir ce genre de choses, imaginons que je voudrais du feuillage. Pourquoi pas? Le feuillage, c'est bien. Donc dans ce cas-là, ici, je vais mettre plutôt du vert. On va mettre une couleur verte comme ça. Assez foncé. On pourrait mettre une texture, hein, là je prends juste une couleur pour simplifier les choses. Le N côté, au lieu d'avoir en fait 3 côtés, ici on va en mettre que 2, donc on a un truc tout plat. Voilà. Et puis ici, ça fait pas vraiment du feuillage. Ça fait pas vraiment du feuillage parce que le feuillage, c'est pas tout droit comme ça. Le feuillage, ça retombe quand même. Les feuilles, ça retombe. Donc ici, sur nos particules, on va ajouter un effet. Je peux fermer ça, voilà, tout rentre. Ici, j'ouvre TP dynamique. Je peux fermer ça aussi d'ailleurs, tac. TP dynamique, et ici on a gravité. On peut l'ajouter, on va ajouter de la gravité. Gravité ici c'est indiqué none, c'est-à-dire qu'il lui faut un élément pour avoir en fait une matrice pour savoir dans quel sens il est tourné. Donc ici dans la scène, il faut que j'ajoute un neutre. C'est un neutre ou un autre élément, mais un neutre c'est mieux. Un neutre que je vais appeler gravité, alors je vais l'appeler juste G, comme ça c'est bien. C'est juste une lettre. Et je le fais glisser sur le nœud de gravité. Sur le nœud de gravité. Et je relie ça au P conduit. Par défaut, la gravité est pas très forte, donc ici, on va pas avoir beaucoup normalement. Tac, ça retombe pas vraiment. Ça bouge un petit peu. Ici, on a vu que la première feuille a tourné un petit peu sur elle-même, mais ça suffit pas. Donc, je clique sur le P gravité. Comme ça, j'obtiens ici ces paramètres. Voilà. Et ici, là-dedans, l'intensité, on va mettre plus, on va mettre 300. On va voir ce que ça donne, je fais lecture. Tac. Et voilà, et ça retombe un peu. Alors ça retombe pas énormément. On va essayer de booster ça encore. 500.
Il y a aussi une chose, oui, j'ai pas mis d'interpolation, alors forcément, ça retombe pas assez. Ce que je vais faire, je vais aller dans le traceur ici, et ici je vais mettre interpolation naturelle. Ici je vais mettre à la place de point intermédiaire, à la place de 8, je vais mettre 4. Et puis on va voir ce que ça donne. Tac. Ça retombe peut-être un peu plus. Non, pas tout à fait. Ah oui, les types, là c'est pas linéaire, on va mettre Bézier. Voilà. Voyons ce que ça donne. Tac. C'est un petit peu mieux. Non, c'est pas tout à fait ça. Forcément, là, la gravité part toujours dans ce sens-là. Dans ce sens-là, parce qu'en fait, j'ai pas encore bougé le neutre G ici. Donc on va le déplacer. Ce neutre G, on va le placer. Je le déplace. Vous voyez qu'il a changé de forme parce que en fait, je l'ai appliqué au nœud gravité. Donc il indique en fait le sens de gravité. Donc ici, je prends l'outil de rotation et je vais lui indiquer la flèche vers le bas, comme ça, 90 degrés, afin de bien dire que c'est vers le bas que ça doit retomber. Maintenant, ici, ça va déjà plus ressembler à des feuilles. Je fais lecture. Tac. Ça retombe bien comme il faut. C'est parfait. Voilà. Et là, on a un joli feuillage qui se forme au passage de la sphère. Voilà. Si on fait une jolie texture là-dessus, peut-être un dégradé, un truc comme ça, on aura quelque chose un petit peu mieux. D'ailleurs, un dégradé, est-ce que je peux faire un dégradé là tout de suite? Est-ce que je vais y arriver facilement? On va mettre ici du vert, un vert foncé d'un côté, un vert clair de l'autre. Voilà. Un vert clair de l'autre. Comme ça. Si je fais rendu comme ça, faut le mettre dans l'autre sens. Donc ici, on met V. Tac. Et c'est encore dans l'autre sens d'ailleurs. Donc ici, c'est le côté foncé par là, le côté clair par là. Et le côté foncé, on va le mettre un peu plus foncé même. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. On peut retravailler aussi l'extrusion contrôlée. Ici, la forme de l'extrusion contrôlée, ce que j'ai mis ici, de manière à ce que ça ressemble un peu plus à une feuille. C'est-à-dire qu'on va resserrer là. Là, on peut, à la place d'obtenir ici une linéaire, on peut faire un clic droit et aller chercher justement. Alors, je remonte ça, tac, comme ça. Ici, je fais un clic droit sur le point. Type de point, adoucir, tac, comme ça. Ici, j'ai une courbe. Voilà, ici, adoucir, tac, comme ça, j'ai une courbe aussi. Alors, on va pouvoir travailler un petit peu. Ici, adoucir, comme ça, ou alors carrément peut-être reprendre ici, pré-réglage, on va prendre cubique, comme ça j'ai directement les splines que je veux. On retravaille la forme, alors ça comme ça, déplacer ça par là, essayer de faire ici la pointe d'une feuille, comme ça, un truc dans ce genre là, ce point là on le vire, celui-là on va le mettre comme ça, essayer de trouver en fait la forme qui pourrait faire bien, comme ça, comme ça, et ce que ça donne, petite lecture, on voit ce que ça donne, oui on a des petites feuilles qui se créent, c'est pas mal du tout. Tac. Voilà, et là on a un petit feuillage qui se fait avec 3 fois rien. Vous voyez que ici, c'est toujours le même setup, j'ai juste ajouté la gravité. C'est pas grand chose. Hein. On peut aller plus loin. Il n'y a aucun problème. Je peux ajouter un P-vent. Un P-vent qui va ajouter du vent. Alors là encore, c'est marqué none, c'est-à-dire qu'il faut lui indiquer un élément qui a une matrice pour avoir une direction. Donc ici, je vais ajouter encore de nouveau un neutre que je vais appeler V, comme vent. Ou comme la série, mais je préfère comme vent. On met ça là, tac. Et puis on a juste à l'ajouter en fait là-dessus. Tac. Et le neutre ici, V, qui est ici, indique aussi une direction. Alors ce qu'on va faire, on va le tourner dans la direction où va la sphère, par exemple. Je pourrais mettre la direction que je veux. Hein. Voilà. Ça, on peut les placer où on veut hein, dans la scène après. Ça n'a pas d'importance, c'est juste pour indiquer la direction. Donc ça, je vais le pousser. Si je fais ici lecture, normalement, les feuilles vont toujours subir la
la gravité, mais seulement ils vont être poussés vers l'avant, vers la direction de la sphère, en même temps avec le vent. Voilà. Donc il y a en plus, vous voyez qu'ils sont plus tournés vers la sphère. Alors que si j'inverse cette direction du vent, je pourrais les tourner plus d'un côté, plus de l'autre. Bon, ça c'est une possibilité. Je vais le retirer ici ce paiement parce que ici il m'intéresse pas plus que ça, je vais le placer ici. On pourrait d'ailleurs remettre ici la forme lumière si on veut. On peut combiner les choses, il n'y a aucun problème. Je remets la forme lumière, je remets la lumière et la géométrie de particules, puis on regarde ce que ça donne. Ici on va avoir de la lumière en plus aux extrémités de certaines feuilles. Alors ici c'est une lumière bleue, voilà, mais ça pourrait être tout à fait une lumière jaune, blanche, rouge, ce que vous voulez, hein. Vous pouvez faire des petits effets un peu magiques comme ça. Une fois animé, ça peut rendre pas mal. On va revenir ici. Voilà, frame 0. Je retire ça de nouveau, on met ça de côté. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre encore? Ici on a le P friction. Le P friction, en fait, il ralentit les particules sur leur trajet. C'est-à-dire qu'une particule normale va avancer à une vitesse constante de sa naissance à sa fin. De sa naissance, la naissance de la particule, à la mort de la particule, elle va progresser avec une distance d'une vitesse assez constante. Le P friction va justement au contraire la ralentir au cours de sa vie, c'est-à-dire qu'elle va aller très vite au début, et puis arriver à un certain moment, en fonction des réglages du P friction, la particule ralentit et elle n'avance plus aussi vite. Donc ici, je peux relier ça. Il n'y a pas besoin de mettre ici de matrice, il n'y a pas besoin de mettre d'éléments, il y a juste besoin de relier. Je clique sur P friction pour avoir ses propriétés. Ici, on a une valeur de 1. Si je fais lecture ici, on va pas voir énormément de choses de différence. On voit juste que ça ralentit, ça va moins loin. Ça ralentit sur la fin. Voilà, ça va un petit peu moins loin. Ça fait un petit peu plus réaliste. Si je mets plus ici, ça va ralentir beaucoup plus, donc ça va aller encore moins loin. Voilà, on voit que ça ralentit beaucoup, et puis comme la gravité joue, en fait elle retombe beaucoup plus vite. Donc ici après on peut jouer avec tous ces réglages pour obtenir des effets plus ou moins différents. On a donc le P friction, je vais le retirer pour qu'on voie bien la différence avec ce que je vais ajouter. Et on peut ajouter ici un P-bulle. Le P-bulle donne un petit effet de bulle, en fait, une petite turbulence dans le trajet de la particule, comme une bulle qui montrait en fait dans un verre ou dans un aquarium. Donc il y a juste à le relier ici, il n'y a pas besoin d'indiquer de neutre. Et je peux, comme ça, je l'indique, comme j'y arrive, comme ça. Il y a juste à l'ajouter comme ça, et puis ici on va voir que ça fait un petit effet assez particulier. Voilà, ici vous voyez que la particule va un peu dans tous les sens, donc en fait l'extrusion contre les NURBS donne des effets un peu spéciaux. Ici par exemple le N côté, je peux tout à fait maintenant ajouter plus de côtés ici. Le P-bulle je le sélectionne, je vais ici diminuer son amplitude, par exemple, et puis on regarde ce que ça donne, et là on a plus un effet de tentacule, vous allez voir. Voilà, ça fait plus un petit effet tentacule. Alors pareil, on peut jouer après avec le détail de l'extrusion contre les NURBS, la distance, la vitesse, etc., la durée de vie des particules, et on peut obtenir un effet plus ou moins particulier, comme ça, d'éléments qui poussent, qui se créent. On peut tout à fait retirer la gravité, voilà, donc ça repart sans retomber. Tac, bien droit. Voilà, on peut tout à fait ici le N côté remettre par exemple 3 et retrouver en fait nos cristaux de glace, mais cette fois un petit peu déformé. Alors, en fonction des réglages que je mets sur le P-bulle ici on va mettre encore moins, 2. On peut gérer un petit tous les paramètres ici. Et donc là on a des effets encore un petit peu différents. Ça fait toujours nos cristaux de glace, mais légèrement déformés, ce qui fait que c'était pas régulier. Voilà, donc on peut revenir ici sur une texture blanche, par exemple, comme ça, et retrouver nos trucs un peu plus comme de la glace. On peut, alors là j'ai mis le P-bulle, on peut forcément tout ajouter, c'est-à-dire que je pourrais tout à fait mettre le P-forme, le P-vent, le P-friction, le P-gravité, le P-bulle, tout mélanger, puis ça fonctionne. Il n'y a aucun problème. Donc ça, tous ces effets-là, on peut les ajouter au P-conduit. On peut ajouter d'autres choses au P-conduit. Ici, le gelé qui va carrément stopper la particule. Ici, on a juste ajouté des éléments comme ça, juste ajouter des nœuds.
mais on peut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait utiliser d'autres nœuds expresso pour définir la gravité va avoir un effet qu'à partir de la frame temps, par exemple, ou seulement quand la particule a atteint tel âge. Il y a ici un P condition, par exemple, qui indique, ici on indique une particule, et puis on peut lui dire d'activer ici une valeur booléenne en fonction de la particule a atteint tel âge, ou alors la particule vient de mourir, elle vient de disparaître, ou alors la particule vient de naître, elle vient d'être créée, etc. Donc on peut faire pas mal de choses comme ça. On verra sans doute d'autres effets hein, par la suite. Là je pense que je vais m'arrêter pour ce tutoriel, on a vu quand même pas mal de choses, surtout que ce que je voulais montrer là-bas c'était juste le collision des dynamiques, et donc on l'a vu et on a vu qu'on pouvait avec tous ces effets, en plus, faire des effets assez sympas, avec 3 fois rien en fait, on pourrait tout à fait ajouter tout ça, un petit peu de texture, et puis là en fait, vous voyez que ça fonctionne très bien. Tac. Si vous voulez connaître en fait où est-ce que les impacts ont lieu dans la scène, vous pouvez les afficher. Je vais retirer ça, on va afficher que comme ça. Vous pouvez les afficher, c'est-à-dire que vous allez dans vos propriétés, ici vous faites CTRL D, voilà, vous allez ici dans dynamique, vous faites CTRL D, ça vous affiche ici les projets, les paramètres du projet, vous allez dans dynamique, et c'est dans dynamique, oui, dynamique, visualisation, et ici vous avez activé, on active, ça nous permet en fait d'afficher les informations de visualisation dynamique. Par exemple ici les formes de collision. Vous voyez que ici, je sais pas si ça se voit bien, la forme ici par exemple du plan, vous voyez que si je désactive on la voit plus, si je la réactive ça réaffiche la forme. Vous voyez, je montre bien, voilà. La forme de collision, les boîtes de sélection, voilà, qui indiquent bien les boîtes des éléments. Les points de contact, alors les points de contact on va bien le voir ici. Ici il y a un point de contact, normalement il est noir. Là, vous voyez les petits points ici, si je désactive, tac, ils disparaissent. Ces points, ce sont les points de contact, les points d'impact justement de la dynamique. Quand je fais lecture, quand j'avance, vous voyez que là, ici il y en a 3. La frame d'avant, il y en avait 4. J'avance, là, il y en a 4. Là, il y en a 3. Là, il y en a 4. Donc là, ça permet en fait, comme ça, d'afficher, si je fais que ça, j'affiche en fait les points de contact, là où est-ce que les éléments sont en contact, là où les impacts se font. Donc là où les particules vont plus à même d'être créées. Et puis donc vous pouvez afficher tout ce que vous voulez comme ça et désactiver ça si ça devient trop fouillis. Donc ça c'est en faisant CTRL D, dynamique, visualisation. Voilà. Et donc là donc on a vu le petit setup. On a vu qu'on pouvait faire pas mal de choses avec 3 fois rien et le nœud donc collision dynamique que je remonte dans Expresso, le voilà, le nœud collision dynamique que vous trouverez dans opérateur système dynamique, ici, collision dynamique. Vous indiquez les objets à tester, vous n'êtes pas obligé, si vous n'indiquez pas d'objets, c'est tous les objets dynamiques qui seront testés, et ça vous sort ici, dans nombre, s'il y a une collision ou pas, ici c'est marqué true, c'est parce qu'il y a une collision, c'est parce que ici dans nombre, c'est un nombre qui est au-dessus de 0, et on peut le tester avec le comparé. Ici, point B, c'est le point où il y a l'impact sur les objets point B, et vous pouvez récupérer le point d'impact sur le point A, ici, ça sera sur l'objet point A. Et donc voilà, et vous pouvez utiliser tout ça en fait pour gérer par exemple le P-orage. Si vous voulez que la force ici ait une influence sur le nombre de particules, ici sur le taux par image de particules qui sont générées, vous pouvez le faire. Donc plus l'impact sera fort, plus il y a beaucoup de particules qui seront générées. Et plus l'impact est faible, moins il y a de particules de générées. Par exemple, c'est un exemple. Vous pouvez jouer aussi avec d'autres éléments. La vitesse des particules, ça sort de la capture, mais on peut gérer la vitesse des particules. Vous pouvez gérer ça aussi avec, par exemple, la vitesse ici des éléments qui entrent en contact. Pourquoi pas, on peut tout à fait rattacher les deux. Donc ça, c'était le tutoriel de la semaine sur le collision des dynamiques. Vous verrez que si vous jouez un peu avec, vous pouvez faire plein de choses. C'est vraiment, avec le particule, une source d'inspiration assez importante. Je vérifie ici, j'ai tout dit ici, j'ai rien oublié. Donc, le collision dynamique ici, tout ça j'en ai parlé. Ici, comme j'ai dit, pelure de nom, on reviendra dessus quand on fera de l'animation. Propriété A, propriété B, j'en parlerai à un autre moment aussi.
Tout ça c'est bon. On a vu donc aujourd'hui, oups, on a vu donc un peu de MoGraph avec les dynamiques, avec ces trois nœuds là. Rien de nouveau ici, des choses que vous saviez déjà faire normalement. Tac. On a vu de l'expresso avec justement cette collision dynamique, avec le comparé puis le résultat pour savoir sortir une booléenne de ce nœud pour pouvoir par exemple activer le PORH. Par exemple, on pourrait tout à fait ici mettre le activer, rajouter le activer ici, et dire que ici, si le résultat, ici, la sortie est vraie, ça active le PORH. Donc le PORH, dans ce cas-là, ne va s'activer, la création de particules ne va se faire que s'il y a un contact entre deux les éléments. Donc quand il n'y a pas de contact, on évite de faire appel au PORH. C'est peut-être un peu plus propre, c'est pas nécessaire parce que de toute façon, les particules sont émises que quand il y a un contact. Mais vous voyez qu'on pourrait tout à fait faire ça et puis ça fonctionnerait aussi bien. On va le voir tout de suite d'ailleurs. Tac. Là, les particules sont émises que quand il y a un contact, donc le PORH en fait est activé que quand il y a un contact. Par exemple. On a vu aussi ici qu'on pouvait utiliser un neutre pour gérer l'alignement de l'émetteur, en plus du reste, en plus de le placer sur le point B, à la place d'utiliser un neutre comme d'habitude. On a revu un petit peu les groupes, on pouvait créer des groupes, le P-conduit, qui s'appelle P-pass dans les nouvelles versions, et on a vu tous ces petits effets ici, qu'on pouvait les mélanger, qu'on pouvait tous les rajouter ensemble. On a revu aussi le P-form ici avec une lumière, qu'on pouvait faire des effets un petit peu magiques avec 3 fois rien, avec juste une lumière sur laquelle on ajoute une lentille. Et je rappelle que ici avec paramètres, vous pouvez modifier justement tous les paramètres de la lentille, les couleurs, etc. Vous avez ici tous les types qui sont ajoutés, les éléments, etc. Vous pouvez rajouter, par exemple, tout à fait rajouter des anneaux si on veut. On peut désactiver tout ça. Je l'ai montré en fait dans d'autres tutoriels déjà. Si vous allez voir les tutoriels sur Thinking Particle, j'ai montré ça en détail. J'ai tout expliqué, tous ces réglages normalement. Donc il y a de quoi faire. Et donc on a vu qu'il fallait remettre la géométrie de particules. J'ai bien rappelé. On va sans doute me poser la question, mais c'est pas grave. Et puis on a revu donc un petit peu Thinking Particles avec tous ces effets, et puis voilà. Et donc ça termine le tutoriel de la semaine. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.